éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Alors, on aborde donc du coup le premier sujet de cette rétrospective, donc le Brexit avec du coup une grosse victoire de Bojo. Tout le monde sait ce que ça veut dire, Bojo ? Oui. Ah, Johnson. yes, Boris Johnson. Donc, on va être un peu branché. On dit Bojo. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi ce sujet est remis sur la table dans notre rétroviseur ? Eh bien, parce qu'il y a eu des élections législatives. Au mois de décembre, le 12 précisément, et donc une victoire apparemment écrasante des conservateurs, donc on appelle ça les Tories, et du coup avec Boris Johnson sur son programme en anglais Let's Brexit Get Done, enfin voilà. Faisons le Brexit, réalisons-le enfin, donc puisqu'il y a eu, et ensuite je vous relaisse la parole, 364 voix pour le Parti conservateur, c'est un scrutin à un seul tour, sur les 650. Voilà, donc apparemment, le Brexit, c'est pas fini, ça démarre, et c'est effectif au 31 janvier, d'après mes notes. Messieurs, mesdames, on complète un peu ce tour de faits et contexte. C'est effectif dans la décision à prendre, tant côté anglais que côté des pays européens. Marc. Puisque, une fois que la décision sera prise, la mise en œuvre. Alors, l'objectif que se fixe Boris Johnson, c'est que à la fin 2020, effectivement, toutes les clauses liées au Brexit soient prises en compte. Oui, il y a un an de transition. C'est important, il y a un an de transition, et là, il y a un enjeu. Moi, j'ai juste, puisque j'ai la parole, j'ai juste envie de dire... Il faudra juste la rendre à un moment donné. Oui, mais je la rendre. L'opinion publique et les électeurs, et nous sommes tous des électeurs, c'est ça la démocratie, parfois me surprennent beaucoup. Il ne serait-ce qu'il y a 4 semaines, Boris Johnson avait mis au banc l'activité parlementaire, et il s'avère que toute la constitutionnalité de cette décision-là était contestée, puisqu'elle était finalement anticonstitutionnelle. Et malgré cela, malgré cet acte posé antidémocratique de Boris Johnson, eh bien, il arrive à avoir une élection, effectivement, comme jamais ça n'avait été réussi, à part l'époque de Thatcher. Ça me surprend déjà. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il a gagné sur le terrain du Parti travailliste, donc sur le terrain de l'opposition, dans les secteurs populaires, dans les secteurs du nord de l'Angleterre, dans les secteurs laborieux. Et là aussi, ça n'est pas rien. Derrière, ça veut dire qu'il y a de terribles rancœurs. Je lui souhaite bon courage demain pour créer l'unité de son pays. Je peux rebondir juste, c'est justement là une des grandes questions que pose cette décision des électeurs au Royaume-Uni, parce que il faut se rappeler que le Royaume est uni parce qu'il y a un certain nombre de territoires qui se sont mis ensemble. Il y a la Grande-Bretagne, il y a le Pays de Galles, il y a l'Écosse et il y a l'Irlande, qui est composé de 2 États. Et on est là face à une Tu voulais dire l'Angleterre, je pense. Oui, j'ai dit les Grande-Bretagne, pardon, excusez-moi. J'ai dit, voilà, Angleterre. Mais notre audience aura corrigé. Oui, merci. Parce que la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, plus le Pays de Galles. Voilà. Oh là, merci. Petite leçon de géographie révisée, le baccalauréat, c'est pour bientôt. Et donc, nous voici donc face à une décision qui va avoir des incidences géopolitiques. On a vu qu'en Écosse, par exemple, les indépendantistes sont très très forts. Mais on peut penser à l'Irlande. L'Irlande qui est sortie d'une période de conflit très très fort, et pour lequel des négociations sont déjà en cours entre les partis en Irlande pour essayer de ne pas replonger dans un climat de terreur, de guerre, de tension violent. OK. Je pense aussi que c'est pour moi la question de l'unité. Parce que quand on regarde en termes de voix, les voix de ceux qui étaient contre le Brexit, donc pour rester dans l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Et en fait, le nombre de voix est plus important en réalité que le nombre de voix qui étaient pour le Brexit. Simplement, chacun a dû voter pour un électeur, pour un candidat d'un parti, et ils n'ont pas réussi à se réunir, à s'unir pour... Oui, certains disent d'ailleurs que c'est plutôt une défaite de la gauche, et de Jeremy Corbyn en particulier, plutôt qu'une victoire écrasante de la gauche et des libéraux. Voilà, qui prennent une veste terrible. Voilà, c'est un petit
peu l'analyse que j'en ai, c'est dire il y a eu d'un côté un message très clair, je dirais presque unilatéral, voilà, avec un slogan très fort. On sort de l'Union européenne, on fait le Brexit. Mais pas en no deal, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est ça. C'est quand même des négociations. Hein. Tout à fait. Mais qui fait que je pense que ce message était clair, très précis. Et une fois de plus, ça nous interroge sur la clarté, sur les messages à communiquer en termes de politique. Et souvent, ou heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est des messages plutôt simples et clairs, sans complexité derrière, qui passent plus. Et d'où ce qui fait qu'en général, on a souvent parfois des droites qui ressortent plus facilement parce qu'elles ont souvent un message plus clair. Donc voilà, moi, c'est autre chose pour moi qui se passe derrière. Quoi ? Mais pourquoi tu dis que c'est la droite qui est simple ? Ben, je pense que, regarde, quand nous regardons... Le programme de Jérémy Corbyn, il était vachement radical. Pas sur le Brexit. Sur le Brexit, il était très ambigu, d'ailleurs, sur sa proposition. Mais voilà, en revanche, son programme était hyper radical et très simple, mais justement, à gauche. c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai mal dit. C'est que, effectivement, c'est encore pire, David. Il y a une complexité. Son message était moins clair, moins évident. Il n'avait pas qu'un seul message. Voilà. Okay. Et de ce fait-là, souvent politiquement, ce qui passe auprès des électeurs, c'est quand on a un seul et unique message. Voilà. D'autant plus que... Effectivement, d'autant plus qu'en fait, là où il y avait l'ambiguïté et que Boris Johnson a finalement réussi à rassembler, c'est que, par exemple, Corbyn n'était pas très clair sur savoir si vraiment il voulait faire le Brexit ou revenir en arrière. Voilà. Donc en fait, il a le slogan qui est « il faut que le Brexit soit fait ». Ça comprend tout, qu'il soit fait avec un deal ou sans deal. Donc il rassemble effectivement toutes les aspirations de sortir de ce paquet de nouilles diplomatiques dans lequel tout le monde est plongé. Paquet de nouilles. Noodles. Noodles. Ce que dit Anita me paraît... Alors attention, parce que je crois que David n'avait pas tout à fait terminé. Oui, mais je te laisse... Ce que disait Anita j'oublie pas ce que j'ai à dire. Me paraît très important, effectivement, parce que Boris Johnson va se retrouver avec une opinion publique encore terriblement divisée. Alors, on dit aujourd'hui c'est la victoire du Brexit. Bon, très bien, effectivement, le pouvoir anglais, les parlementaires vont le voter très rapidement, cette décision de sortir de l'Europe. Pour autant, dans l'opinion publique, c'est loin d'être partagé. Et les fervents partisans d'un maintien au cœur de l'Europe restent très importants. Et les dispositions qui vont être prises avec les conséquences que ça va pouvoir avoir sur la vie quotidienne des Anglais risquent de créer de sacrés soubresauts en Angleterre. Alors, je vais laisser la parole à David, et puis après, j'ai encore une autre chose à dire sur ce sujet. Et ensuite, on passe à Notre-Dame, parce que l'air de rien, le temps file. Oui, mais bon, maintenant, le vote est quand même assez clair. Les gens veulent une décision rapide, une sortie rapide. Au 31 janvier, ils veulent que le Brexit soit acté. Et ensuite, effectivement, il y a tout le truc de ces accords commerciaux en dehors de l'Union européenne qu'il faut voter. Et voilà. Et puis voilà, je pense qu'ils ont une certaine confiance finalement que Boris Johnson va être un fin négociateur. Et les Anglais aiment bien les petits filous négociateurs comme ça, qui vont arriver à trouver des choses. Enfin, il y a un esprit. Non, c'est peut-être un petit peu caricatural. Ok, d'accord, je retire. Chapeau melon et botte de cœur. Oui, parce que Bernard, il connaît un anglais justement. Oui, je sais. Écouté. Oui, tout à fait. Et je peux en parler si vous voulez. Non. D'accord. Alors, je voudrais juste... Il y avait une chose que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'en lisant un peu les articles de presse là, qui nous étaient recommandés de lire pour cette émission... Oui, recommandés, fortement. Oui, ça fait partie de nos devoirs communs. Donc il faut dire à nos auditeurs que nous avons des devoirs à faire avant chaque émission. Voilà. Toute partie de la forte rémunération. Et vous voyez, il a de quoi noter à la main. Parce qu'en fait, en lisant cela, on se rend compte de quelle façon le Parti conservateur a évolué. C'est-à-dire qu'avant, je lisais, je connaissais pas bien ça, que le Parti conservateur était un parti du Sud plutôt prospère et plutôt pro-européen. C'est-à-dire qu'avant, les conservateurs étaient pour l'Europe parce qu'ils considéraient que c'était ouvrir un marché et tout ça. Et il y a eu un raidissement et un changement complet du Parti des conservateurs et surtout des électeurs du Parti conservateur vers le nord, vers un pays une population beaucoup plus ouvrière et anti-européenne. Et je fais un petit peu le parallèle, je pense, avec ce que vit en ce moment la droite et le Parti républicain et ce que incarne le Parti du Rassemblement national, qui est aussi qui mange les cartes se brouillent, qui mange l'électorat de la gauche sur quelque chose de beaucoup plus anti-européen. Super parallèle. On termine peut-être. Oui. Alors moi, j'avais dit en introduction l'importance de ce sujet par rapport à la géopolitique mondiale. Avant de passer au sujet 2. Très rapidement, mais 3 points. Le premier, je crois que l'Europe est vraiment dans l'embarras. D'habitude, c'est 2. L'Europe est vraiment dans l'embarras parce que
elle se rend bien compte que si elle avance sur les revendications indépendantistes de l'Écosse, du positionnement irlandais, elle va rentrer dans un cycle infernal par rapport à la réalité européenne, en particulier en Espagne, mais dans d'autres réalités régionales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment continuer à vivre de manière relativement harmonieuse demain avec l'Angleterre sans qu'il y ait de rupture trop forte. Là aussi, cette dimension, elle est loin d'être négligeable, même si, entre autres pour la France, il y a des intérêts de pouvoir rapatrier tout un pan de l'économie en France ou dans d'autres pays européens. Et puis la troisième chose, c'est la position des Américains. Bien sûr, Donald Trump a tout de suite pris la balle au bond en disant « Mais écoute Boris, tu n'as pas besoin de l'Europe. Nous, on sera là pour pouvoir repenser le monde ensemble et redynamiser une économie libérale que l'Europe restreint sans cesse. » Voilà, ça c'est pour moi des enjeux qui sont loin d'être négligeables. Sans compter les enjeux internes à l'Europe. S'il y en a un qui s'en va, pourquoi d'autres ne partiraient pas? Oui, bon, alors pour l'Écosse, il faudrait que le gouvernement accepte de faire un deuxième référendum. Et apparemment, pour l'instant, il peut peut-être être provoqué de façon un peu illégale, comme ça s'est fait en Espagne, c'est possible. Oui, on a eu en France des épisodes d'élections et de votes qui ont été ensuite modifiés par des décisions du gouvernement. Allez, et c'est le moment où mon doigt... Voilà. Oh, c'est beau la technique. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.